Je voudrais juste revenir sur quand même qu'est-ce qui s'est passé à Paris. Très souvent, je suis très frappé. Moi, j'ai fait un cours d'économie sur mathématiques en janvier. J'ai demandé la dernière séance, c'est sur la négociation internationale. J'ai demandé à mes étudiants, avant le cours, vous allez googliser, puis vous allez chercher, il y a de l'info sur le contenu de l'accord. Alors, ils vont tous dire, quand on googlise COP21, on a plein d'informations sur ce qui se passe avant. Plein d'informations sur toute la scénarisation de la conférence, avec le fait qu'on doit signer l'accord le jeudi, que c'est pas prêt, que ça arrive ce vendredi, que c'est comme ça s'appelle. Mais après, comme on dit, je suis très frappé par cette espèce de décalage qu'il y a entre le surcroît d'informations qu'on a avant les conférences, pendant les conférences, et puis après, pas grand-chose. Bon, on va revenir sur qu'est-ce qui s'est passé à Paris, et ensuite je vais me traiter effectivement sur un plan qui me paraît essentiel, la tarification du carbone, mais comme tu l'as rappelé, il y a d'autres plans très importants, notamment tout ce qui concerne les régulations prudentielles dans le secteur de la banque et dans le secteur de l'assurance. Je ne dis pas que le secteur de l'assurance a probablement un rôle extrêmement important à jouer en matière de la grande transition qui nous attend si nous voulons sérieusement nous occuper du changement climatique. Car le premier volet sur le retour sur le sommet diplomatique, c'est de rappeler quelques éléments que j'appellerais de contexte la géopolitique du climat. C'est quoi la géopolitique du climat? Eh bien, en 5 minutes, je la décrirais comme de la façon suivante. En réalité, lorsqu'on regroupe les pays dans une conférence climatique, on a à faire converger les visions de 4 grands groupes de pays. Vous avez à peu près un peu plus de 7 milliards d'habitants sur cette planète, vous avez un peu plus de 1 milliard qui habitent dans des pays à très haut niveau de revenus, qui sont des pays industrialisés avancés. Ces pays sont historiquement responsables de 75% de l'accumulation du stock de gaz à effet de serre, autant qu'on puisse le mesurer depuis le début de la révolution industrielle. Donc pour tous les autres, qui sont très majoritaires, ils sont considérés, que nous le voulions nous, comme les responsables historiques de la formation du problème du changement climatique. Et dans une négociation internationale, ce que disent ces pays, notamment ce que disent les Européens, est écouté d'une façon plus ou moins attentive par les autres, mais ce qui est fondamental, c'est moins ce qu'on dit que ce qu'on fait. Et donc, je crois que une condition absolument essentielle pour avancer dans la négociation climatique, c'est que ce un peu plus de milliard d'habitants des pays riches, dont nous faisons partie, démontre le plus rapidement possible que nous pouvons écraser nos émissions de gaz à effet de serre sans faire effondrer notre niveau de vie. C'est ce qu'on appelle la transition énergétique, la transition écologique. Il faut le faire vite. Et tant que nous ne démontrons pas que nous pouvons le faire, nous ne serons pas crédibles vis-à-vis des 6 milliards et quelques habitants des autres groupes. À l'autre opposé, on a un peu plus de 1 milliard d'habitants qui, dans cette planète, habitent les pays les moins avancés. Dans ces pays, les niveaux d'émissions liés à l'activité humaine sont extrêmement bas, généralement moins de 2 tonnes d'équivalent CO2, lorsqu'on émet en moyenne encore un peu plus de 10 en Europe et 20 en Amérique du Nord. Et dans ces pays, la majorité de la population n'a pas accès aux formes modernes d'énergie, notamment n'a pas accès à l'électricité. Inclure un groupe de pays moins avancés dans un accord climatique, ça ne veut évidemment pas dire leur mettre des contraintes supplémentaires. Ça veut dire trouver les moyens de les intéresser dans un accord qui, leur donne des moyens additionnels pour s'adapter aux impacts du changement climatique. Parce que fait aggravant, c'est en plus ce 1,1 milliard d'habitants qui sont les plus impactés déjà par les changements observés du réchauffement climatique. Et 2, ça veut dire utiliser, si possible, ces moyens pour les mettre sur une trajectoire nouvelle au développement. Parce que les choses sont assez simples. D'ici 2050, vous prenez les dernières projections démographiques des Nations Unies, vous avez un peu plus d'1 milliard d'habitants supplémentaires qui vont naître au sud du Sahara en Afrique.
Si on fait vraiment décoller économiquement l'Afrique et que pendant les 40 prochaines années, le continent subsaharien reprend les mêmes modèles de développement qu'on a eu, ce que éventuellement nous gagnerons si nous faisons la transition énergétique sérieusement dans les pays industriels, ce que nous n'avons pas commencé par faire, ça va être mangé par l'augmentation des émissions dans ces pays. Il y a un troisième groupe de pays. De loin, c'est la donnée la plus importante sur la géopolitique du climat, qui est constituée par ce qu'on appelle les pays émergents ou les pays à revenus intermédiaires. À peu près 5 milliards d'habitants sont maintenant dans des pays à revenus intermédiaires, et c'est la donnée fondamentale de l'évolution de l'économie mondiale sur les 20 dernières années, grâce au développement incroyable de la Chine, de l'Inde, d'autres pays. On a, et grâce à la mondialisation, qui nous fait tant peur à nous pour nos statuts et nos emplois, grâce à cette mondialisation, on a créé un stock incroyable de richesses dans ces pays-là, en faisant reculer, comme jamais on l'avait fait dans l'histoire de l'humanité, la grande pauvreté. Dans ces pays-là, les pays émergents, enfin, tous les pays intermédiaires, est en flux à l'origine de la totalité de l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre depuis 20 ans. Et cette donnée est fondamentale. Si vous regardez en stock, les pays à haut niveau de revenus, les pays industrialisés, sont évidemment les gros contributeurs au stock accumulé. Je rappelle qu'une tonne de CO2 que vous envoyez dans l'atmosphère, son pouvoir de réchauffement va durer sur 100 ans. Donc on n'est pas sur des enjeux à la petite semaine. Mais en flux, vous prenez depuis 1990, la totalité de l'accroissement des émissions vient du monde émergent. Parce que les pays qui n'ont pas décollé n'ont pas commencé à croître, et les pays qui ont contribué au stock ont, pour la plupart, déjà atteint leur pic et commencé à diminuer, soit de façon volontaire par des politiques climatiques, soit parce que, dans le cas de la Russie, de l'Europe de l'Est, ça ne s'est pas passé tout à fait comme on l'a fait. Donc, ce groupe de pays qui est devenu central dans la négociation, aujourd'hui, quand on négociait le protocole de Kyoto en 1997, l'acteur central c'était les États-Unis. Et donc, en réalité, derrière ce processus onusien où 196 parties, en réalité, dans les rapports de force, tout dépendait de ce qu'allaient accepter les Américains ou pas. En 2015, c'est plus du tout la situation. En 2015, l'acteur central de qui tout dépend, c'est la Chine. Parce que la Chine a effectivement accru tellement rapidement son économie sur des modes tellement dommageables pour le climat qu'elle est devenue le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, assez loin. Les émissions de CO2 chinoises représentent aujourd'hui l'équivalent de celles des États-Unis et de l'Union européenne combinées. Changement total de l'histoire par rapport à 1997. Et du fait de son poids économique et politique, effectivement, la Chine est devenue l'acteur central de la négociation. Et ce groupe des pays émergents est devenu un acteur absolument incontournable. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ces pays émergents de rentrer dans un accord climatique ambitieux? Ça veut dire de trouver les moyens de modifier leur trajectoire engagée de développement, notamment sur la composante énergétique, mais aussi sur les composantes agricoles et forestières, pour découpler la croissance des émissions de gaz à effet de serre, sans remettre en cause l'incroyable progrès qu'a constitué leur émergence dans l'économie mondiale. Alors vous avez dit, il y a 4 groupes, puis vous voyez que j'en ai fait 3, et que j'arrive à 100% de la population. Mais il y a un 4e groupe qu'on oublie souvent, et je pense qu'en réalité, on commencera sérieusement les vraies questions qui fâchent en matière de négociation climatique lorsqu'on aura intégré ce groupe dans la négociation. Ce 4e groupe, il est constitué des pays qui ont construit leur prospérité économique sur la valorisation des actifs fossiles. Je dis bien les actifs fossiles, je ne dis pas les pays pétroliers, pour éviter les raccourcis extrêmement dangereux. C'est la faute à l'Arabie Saoudite et au Koweït. Je parle des 400 millions d'habitants qui habitent aujourd'hui, un peu plus de 400 millions, entre 400 et 500 millions, qui habitent dans des pays qui ont fondé la prospérité de leur économie sur l'extraction, la valorisation et la vente
des trois énergies fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz. Là-dedans, vous avez des pays riches. L'Australie et le Canada en sont les deux principaux prototypes. Probablement les États-Unis vont bientôt rentrer dans cette catégorie, quand même avec pas ça dans leur économie. C'est pas un hasard hein, si le Canada quitte le protocole de Kyoto du jour au lendemain, en disant ciao les gars. C'est pas un hasard si en Australie la question du prix du carbone est une question politiquement extrêmement sensible. Hein, fait que on est élu Premier ministre, on n'est pas élu de reste, on accède au poste de Premier ministre en Australie souvent un fond de débat prix du carbone, pas prix du carbone. C'est pas évident. Dans ces pays, évidemment, vous avez tous les pays classiques, producteurs, exportateurs d'hydrocarbures. Vous avez des pays comme le Nigeria. Donc vous avez partout. Et ces pays, qu'est-ce qu'on leur demande dans une négociation climatique sérieuse? C'est très simple. On leur demande de renoncer à une partie de la valeur de leurs actifs fossiles. Alors il ne faut pas tromper les gens, si vous voulez, on peut raconter des histoires, des salades. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup trop de pétrole, de gaz et de charbon sous nos pieds par rapport à ce que peut recevoir l'atmosphère. Donc si on veut un accord climatique ambitieux, ça veut dire que soit on va renoncer à une partie importante de l'extraction de ces fossiles, et quand je dis une partie importante, pour le charbon, c'est les 2/3. Pour le gaz, c'est un peu moins. Alors après, ça dépend comment est-ce qu'on coupe le truc. Ou on développe à grande échelle des technologies qui permettent d'utiliser ces fossiles sans émettre du CO2. Ces technologies, on les appelle les technologies de capture et stockage du carbone, CCS, et on en dira un mot plus tard, mais en tout cas, ce qui est une solution, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont certainement pas disponibles à grande échelle. Est-ce qu'elles peuvent le dire demain? On verra. Alors, voilà, si vous voulez, pour le fond du paysage, je crois que c'est très important de rappeler ces quelques données de base, parce que sinon, on a une vision totalement décalée de ce qu'est la négociation climatique en vrai. On a une vision un peu angélique. C'est pas parce qu'on s'occupe du climat qu'on est tombé dans un monde angélique où tous les gens vont converger spontanément vers les mêmes objectifs. Alors, comment est-ce que la négociation climatique a pris en main cette question du climat dans le processus onusien? Là, je vais être très rapide parce que sinon je vous fais un cours horriblement long. Mais il y a quand même quelques petits points de repère à voir. La négociation climatique démarre en 1990. Premier rapport d'évaluation du GIEC. Si vous avez un tout petit peu de temps et un tout petit peu de curiosité, je vous conseille de lire le résumé pour décideurs de ce premier rapport d'évaluation du GIEC. Vous avez tout dedans, et en plus, c'est écrit, d'ailleurs en français, donc c'est écrit dans un anglais parfaitement compréhensible pour le décideur moyen. Donc, le cinquième rapport, c'est la même chose. Donc vraiment, la négociation climatique démarre en 1990 parce que, en 1990, la communauté scientifique, via le GIEC, informe les décideurs publics sur les menaces liées au dérèglement climatique. 2 ans après, en 1992, est signée la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La Convention de 1992, qu'on va appeler Convention climat, pour faire rapide, c'est le texte fondateur de la négociation climatique. Très souvent, les gens parlent du protocole de Kyoto, mais il faut revenir aux bases. Les bases, c'est la Convention de 92. Cette convention énonce un certain nombre de principes. Le principe le plus important pour la suite de la négociation, c'est le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Responsabilité commune, ça veut dire que tous les pays qui ont ratifié la Convention aujourd'hui, tous les pays du monde l'ont ratifié, à l'exception, je crois, de l'Irak, peut-être d'un autre petit pays, mais il y a 195 parties, donc 195 pays qui ressemblent, qui effectivement recouvrent tous les pays du monde. Principe de responsabilité commune signifie que tous les pays qui ont ratifié la Convention participent de la responsabilité différenciée, de dire qu'on ne peut pas mettre sur le même plan les pays en développement, les pays à revenu intermédiaire et les pays riches. Cette Convention climat, elle met en place une procédure de négociation avec notamment un point juste qu'il faut comprendre, parce que parfois on ne fait pas le lien. Il y a un organe suprême à la Convention qu'on appelle la conférence des parties, la COP.
La COP numéro 1, elle se tient juste après la ratification de la Convention, en décembre, je crois que j'avais dit, 1994, à Berlin. Et pourquoi est-ce que la conférence de Paris s'appelle la COP 21? C'est tout simplement 21 ans après la COP numéro 1. Et chaque année, en décembre, l'année prochaine, je ne sais pas pourquoi, c'est en novembre, mais chaque année, à la fin de l'année, vous avez la réunion de cette instance suprême du traité climatique. C'est pour ça que vous avez la conférence annuelle sur le climat. Vous voyez, on est sur un processus continu. Alors, il y a deux dates importantes, et puis après, on va quand même parler de Paris, hein, rassurez-vous, mais je pense que ce background est très important pour bien poser le paysage. En 1997, on signe le protocole de Kyoto. Et on va rentrer dans ce que j'appelle le monde Kyoto. En deux mots, le monde Kyoto, c'est quoi? C'est un monde binaire. Vous partagez la planète en deux ensembles. À ma droite, les riches, à ma gauche, les pauvres. Vous les mettez dans des... Vous les listez, les pays, vous les mettez dans des annexes. Les riches, on prend comme définition, c'est ceux qui étaient dans l'OCDE en 1990. Définition comme une autre. Ça veut dire que dans les riches, aujourd'hui, vous ne mettez pas la Corée, vous ne mettez pas Hong Kong, vous ne mettez pas le Koweït, vous ne mettez pas les pays qui sont en réalité supposés la plus grande richesse par rapport. Et le protocole de Kyoto est une tentative héroïque de mettre une régulation carbone extrêmement sophistiquée sur les riches, avec un système de quotas par pays, sur la période 2008-2012, et qui laisse, et qui ne donne aucune contrainte, ni aucun objectif sérieux à l'ensemble des autres pays, le reste du monde, hors annexe B, les pays riches dans le protocole de Kyoto, c'est l'annexe B. Et comme on voit bien que ça pose un problème de mettre toute la contrainte du côté des riches, en plus en leur mettant un système de tarification du carbone pour les quotas des gens, on va mettre en place un mécanisme financier qu'on appelle le mécanisme pour un développement propre, qui va permettre d'utiliser la valeur carbone pour transférer de l'argent là-dessus. Et l'idée après, c'est de pouvoir progressivement étendre ce système à d'autres pays, mais il y a un problème de fond. C'est que le système de Kyoto, il a distribué des droits, il a plafonné les droits d'émission des pays riches sur une base historique. Et une base historique, ça veut dire qu'on a pris 22 tonnes d'équivalent CO2 pour les États-Unis, à l'époque on était encore à 16 en Europe, le Japon à 2. Et l'idée après, c'était d'élargir le système à d'autres pays. Et comme vous distribuez les droits sur une base historique, comment vous allez mettre dans un même accord ces pays qui sont à 20 tonnes d'équivalent CO2 et des pays qui sont à 2 tonnes d'équivalent CO2? Vous êtes d'accord? Donc ce monde de Kyoto, on le met en place péniblement en 2004-2005, avec une histoire de ratification du protocole sur laquelle je ne vais pas revenir, puisque les États-Unis ont adopté le protocole de Kyoto en séance de COP, mais ne l'ont jamais ratifié. Et ce n'est pas la faute à Bush, hein, c'est parce que le Sénat américain avait voté une résolution disant qu'il ne ratifierait jamais un accord comme ça. Obama n'est pas très loin de cette situation-là du reste. En 2009, se pose la question de donner un successeur au protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto définit les règles du jusqu'en 2012. En 2009, conférence de Copenhague, il faut mettre en place un successeur au protocole de Kyoto et l'Union européenne défend une position totalement déconnectée de la géopolitique du monde, du reste, en disant on va étendre le protocole de Kyoto à d'autres pays. C'est un flop total à Copenhague, vous l'avez vu, au moins sous cet angle-là. Et à Copenhague, on va totalement modifier la façon dont on conçoit un accord climatique. Donc, dans la logique du protocole de Kyoto, on avait plutôt une vision un peu descendante, avec un objectif global qu'on a réparti entre pays. À partir de Copenhague, on rentre dans ce que j'appelle l'ère du libre-service. Le sommet de Copenhague, c'est un sommet où, comme on n'arrive pas à trouver des règles pour fixer sérieusement la fête de Kyoto, les pays émergents prennent un peu le lead, ils mettent avec eux les États-Unis, ils disent voilà, on va faire un accord climatique basé sur le système du pledge and review. Le pledge and review, ça veut dire qu'on ne va pas partir de grands objectifs, on va demander à chaque pays qu'est-ce que tu peux faire. Et puis après, on va essayer d'additionner ces contributions nationales, si on peut les additionner. Et comme à Copenhague, il n'y a aucune règle, tout ça est de la précipitation, ça n'aboutit pas à grand-chose. 2 ans après Copenhague,
Je vous fais rapidement l'histoire pour en arriver à Paris. On donne un mandat de 4 ans à des négociateurs et l'objectif est d'arriver à un accord climatique universel à Paris. Accord qui est signé le 14 décembre dernier. Enfin, il n'est pas signé, il est adopté par les 195 partis à la COP. Vous l'avez probablement tous vu, moi je ne l'ai pas vu parce que je faisais autre chose, mais bon, tous vu, monsieur Laurent Fabius, avec son marteau vert, je trouve ça ignoble d'avoir mis son marteau vert, du fait de mon vieux marteau bois, qui tape sur. Alors, en quoi cet accord de Paris est une avancée diplomatique? C'est une formidable avancée diplomatique. Et je vous le dis avec d'autant plus de conviction que moi, je pense que si on m'a demandé comment négocier, je n'aurais pas fait comme ça. Je pense que c'est une formidable avancée diplomatique qui n'a pas du tout été obtenue les 3 derniers jours. Ça, c'est une vision de journaliste. Il y a une espèce de chorégraphie dans les COP. Il faut être au courant. J'ai participé au COP. Il y a toute une espèce de chorégraphie avec un moment de tension l'avant-dernier jour. On dit il faut terminer le vendredi, puis on recule. La vérité, c'est que la diplomatie française travaille sur la COP depuis plus d'1 an. Que l'année 2015 a fait l'objet d'un travail incroyable dans à peu près toutes les ambassades. Nous, on le sait parce que nous, on est invité dans pas mal d'ambassades pour faire des topos, envoyer des recommandations. Et ça a été vraiment préparé à l'avance. Et donc, je veux dire, c'est une. On a encore un réseau diplomatique, si vous voulez. C'est là qu'on s'en rend compte. On est tellement habitué à dire que ça va mal du côté des pouvoirs publics. Maintenant, je suis désolé, on a un réseau diplomatique. En plus, on a un réseau diplomatique où il y a plus de femmes ambassadeurs. Et c'est peut-être anecdotique, mais moi je ne crois pas. On a des ambassadeurs, on a un texte qui marche. Donc j'espère que ça va durer. Alors, cette avancée diplomatique, elle est de nature. Et pour bien comprendre l'avancée diplomatique, il faut le situer par rapport au contexte historique du monde unijambiste de Kyoto. On avait un monde unijambiste uniquement éthérique, et du monde du libre-service de Copenhague. Le libre-service, c'est bien, mais c'est vachement dangereux parce que chacun prend ce qu'il veut dans les étagères, vous voyez. Donc s'il n'y a pas de règles communes. Donc Paris fait une double avancée par rapport à ce monde unijambiste et ce monde du libre-service. Parce qu'on fait un accord qui a 26 articles, l'accord de Paris a 26 articles. Et dans aucun de ces articles, vous allez trouver la distinction rigide entre les pays riches et les autres, entre les pays d'annexe B et l'annexe 1 de la Convention. On est sorti du monde public. Et ça, je crois que c'est une avancée absolument incroyable. Parce que, en réalité, depuis 1997 et surtout depuis 2009, toutes les négociations climatiques étaient minées par cette vision binaire du monde. Et toutes les réunions des COP, des sous-COP, des CEPSA, etc., étaient minées par le fait que les pays en voie de développement et les pays développés étaient sur une espèce de dialogue impossible. Donc là, on dépasse. Deuxième avancée très importante, l'accord de Paris dépasse aussi le simple libre-service qui a été mis en place à Copenhague, parce qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau dans cet accord, c'est qu'il y a un accord qui est basé sur des contributions nationales. Ces contributions nationales, tous les pays ont été amenés à déposer des projets de contribution nationale qu'on appelle des Intended National Determined Contributions. INDC, je suis désolé de ce jargon, mais bon, il faut le connaître. Donc ce sont des intentions de contribution nationale qui ont été déposées au secrétariat des Nations Unies avant la conférence. Donc on a une petite vision de ce que pourrait donner l'agrégation de ces contributions nationales intentionnelles. Il y a un rapport qui a été fait avant la conférence qui dit que c'est probablement plutôt vers une trajectoire d'un réchauffement de 3 degrés. En réalité, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ça fournit une baseline. Et c'est la première fois que dans le cadre des Nations Unies, on a une forme de baseline qui se dessine avec j'agrège tout ce que chaque pays dit qu'il peut faire. Je fais l'hypothèse qu'il va le faire, c'est important. Et je vois vers quoi je vais. Et le deuxième point qui est très important, c'est que cette baseline
l'accord de Paris prévoit qu'elle va être évolutive et qu'il y a un processus de révision tous les 5 ans qui doit se faire, suivant un calendrier que je vais vous montrer dans un instant, et ce processus évolutif, il est construit de telle sorte qu'aucun pays ne pourra revenir en arrière. Donc ça, c'est aussi une avancée. Donc, il y a 2 avancées de l'accord de Paris. Première avancée, c'est la sortie du monde binaire de Kyoto, et la deuxième avancée, c'est cette constitution du système des contributions nationales qui donne une baseline évolutive dans le temps, et tout l'objet des années qui viennent, ça va être de remplir ce cadre de négociation pour rapprocher de la baseline d'engagements qui sont plus compatibles avec un scénario d'un réchauffement, si possible, limité à 2 degrés. Je m'arrête 30 secondes pour vous montrer quelques petits graphiques qui correspondent à cette première partie, puis rassurez-vous, maintenant on va un peu parler de crédit carbone quand même. Là vous avez un graphique qui est tiré des travaux de la chaire qui m'a beaucoup impressionné, parce qu'à vrai dire je ne pensais pas que ça allait aussi vite. Ça représente le cumul des émissions de CO2 depuis 1850. C'est en cumul, hein, c'est pas en flux. Vous voyez comment le poids absolument déterminant sur le cumul des émissions de CO2 de l'Union européenne et des États-Unis est déclinant. Vous voyez la montée en régime très rapide de la Chine. Je rappelle que c'est du cumul. Hein, pas, si vous prenez l'évolution annuelle, hein, la Chine c'est 1/4 des émissions mondiales. Là, en cumul, on en est qu'à 11%. C'est que 11% du stock, il est déjà chinois. Mais le truc le plus important, c'est le reste du monde. On oublie souvent le reste du monde, mais le reste du monde, il est déjà à 24%. Et en fait, là-dedans, vous avez quoi? Là-dedans, vous avez tous les pays pétroliers, vous avez tous les petits pays émergents, vous avez, et donc, souvent, on a tendance à ramener la question du climat quelques grands acteurs, mais n'oublions pas le reste du monde. Car si l'Afrique décolle, il faut que l'Afrique décolle, si elle ne trouve pas un autre mode de développement, si on ne fait rien vis-à-vis des pays rentiers de l'énergie, ben, le reste du monde, il va continuer à croître. Bon, ça c'est les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Bon, ben, ça montre que en 2015, quand vous prenez les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, vous avez des pays industrialisés, vous avez des pays émergents, vous avez des pays pétroliers. Voilà. L'accord de Paris, la mise en œuvre. Alors j'en viens peut-être un tout petit peu plus à la description de l'accord de Paris. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de Paris? Il y a plein de bonnes intentions. Je pourrais, après, dans la discussion, on pourra revenir sur le détail de ces bonnes intentions. En gros, le succès de la diplomatie qui se paye par le fait qu'on a donné la main aux diplomates, et donc toutes les questions qui fâchent, on les a mises de côté. Et on s'est mis d'accord sur des principes, plus que sur des choses qui sont vraiment directement... donc on crée un cadre. Alors ce qui est important, c'est de voir comment... en gros, les grands objectifs en matière d'atténuation du changement climatique sont les suivants. Atteindre le pic des émissions mondiales le plus rapidement possible. C'est le genre de déclaration tout à fait sympathique et totalement inutile, puisque on ne vous dit pas qu'est-ce qu'il y a. Ça veut dire quoi le plus rapidement possible? La Chine va vous dire, ouais, moi c'est 2030, l'Inde ne dit rien, mais pense c'est probablement 2040. Plus aucun objectif sur 2050. Conditions posées par nos amis pétroliers. Les pays pétroliers ont fait sortir un objectif intermédiaire à 2050. Vous voyez comment ça marche une négociation? Il ne faut pas voir ça avec des yeux naïfs. Hein. Et un objectif pour la fin du siècle qui est arrivé à la fin du siècle à une situation où les émissions anthropiques résiduelles sont compensées par les puits de carbone. Donc une neutralité carbone des émissions mondiales, quelque part dans la deuxième partie du siècle, sans qu'on précise du tout comment fonctionnent ces puits de carbone. Est-ce que c'est des puits de carbone naturels? Est-ce que c'est des puits de carbone artificiels? Est-ce que c'est la CCS? Est-ce que c'est de la géo-ingénierie? Enfin, ça peut être plein de trucs. Donc voilà un peu, si vous voulez, les lignes directrices, très là, mais c'est la condition pour obtenir un accord. Je ne voudrais pas avoir l'air Alors, quelle est la suite de l'histoire? La suite de l'histoire,
Elle commence en avril prochain, 22 avril prochain à New York. On ouvre le traité, on ouvre la signature de l'accord des Nations Unies à New York. C'est très important, car un accord adopté à la COP, pour qu'il rentre en vigueur, il faut qu'il ait un certain quorum de signature. 55 pays représentant 55% des émissions mondiales. C'est à la fin de l'accord, c'est l'article 22. Dans le meilleur des cas, il sera signé dans l'année par 55 pays et représentant 55% des émissions, mais c'est pas sûr. Le protocole de Kyoto avait des règles à peu près équivalentes, on a mis 7 ans pour le ratifier. Et la ratification, elle n'a pas été évidente du tout. Il a fallu que les Russes signent, parce qu'une fois que les Américains refusaient de signer, il fallait que les Russes pour le quorum. Mais en réalité, la diplomatie européenne à l'époque, c'est pas la diplomatie française, pilotée par M. Pascal Lamy, qui à l'époque était commissaire aux affaires étrangères. On a négocié avec les Russes le soutien de l'Europe à l'entrée de la Russie à l'OMC contre la ratification du protocole de Kyoto à la Danemark. Ces petits aspects dont on ne parle pas trop, la ratification, c'est pas... alors, pour être moins pessimiste, la forme juridique de l'accord, qui n'est pas un protocole, mais qui est un accord, c'est l'accord de Paris, et le texte, avec... c'est les juristes, hein, les should et les will et les machins et les shall, etc. Bon, le texte a été fait pour que M. Obama puisse ratifier l'accord sans passer par le Congrès. Souhaitons que ça marche, c'est pas dit. C'est pas dit, hein. Bon, je pense que la Maison Blanche a d'excellents juristes. Mais M. Obama, il a fait une loi interne sur la régulation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur électrique, il a été retoqué par la Cour suprême. Bon, je ne suis pas un très grand... je ne suis pas très doué en droit constitutionnel américain, mais je comprends que quand la Cour suprême décide un truc aux États-Unis, je ne crois pas que le président puisse s'y opposer. Mai 2016, première réunion de l'APA, donc l'APA c'est on pourrait dire EPA du reste, le working group qui s'occupe du bien. Bon, novembre 2016, la COP de Marrakech. En 2018, on a deux choses très importantes. On a d'abord la publication d'un rapport spécial du GIEC sur comment est-ce qu'on peut atteindre un objectif de 1,5 degré. Parce que une grande partie de la discussion à Paris s'est focalisée sur un truc totalement surréaliste. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas passer à un objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré que 2 degrés? Et les pays les plus vulnérables au changement climatique. On dit, si vous ne mettez pas la possibilité d'aller jusqu'à 1,5 degré, nous on signe pas. Vous voyez comment on arrive à un accord climatique, hein, c'est que chacun met ses petites conditions. Donc les vilains pétroliers, ils font tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'objectif très, très clair, et au contraire, les pays les plus vulnérables, ils disent non, il faut aller encore plus. Donc il y aura ce rapport spécial du GIEC, qui est quand même assez important, parce que il faut bien comprendre que les négociateurs travaillent sur la base des informations qui leur sont communiquées par le GIEC. Et je rappelle que le GIEC n'est pas un centre de recherche, c'est un réseau de scientifiques qui tentent, avec plus ou moins de bonheur, de trouver les meilleures façons d'informer les décideurs sur l'état de la science. Et puis il y a surtout en 2018 l'ouverture de ce qu'on appelle un dialogue de facilitation. Et ce dialogue de facilitation, il se met en place pour essayer de faire en sorte que les contributions intentionnelles qui ont été déposées avant la conférence, qui ne sont que des intentions pour l'instant, se transforment bien en contributions nationales déterminées, NDC, et faire en sorte que, si possible, les NDC soient plutôt plus ambitieuses que les contributions intentionnelles. Je vous dis tout de suite, de mon point de vue, le risque, c'est que les NDC soient moins ambitieuses que les contributions intentionnelles. Et je peux vous dire que si vous lisez attentivement beaucoup de contributions intentionnelles rédigées par des pays émergents et de développement, vous verrez que c'est plein de conditionnalités. Et je ne pense pas que ces conditionnalités, elles seront réglées en 2018, parce que c'est des conditionnalités qui concernent quoi? Qui concernent monnaie, les chèques, l'argent.
Et derrière la négociation climatique, il y a cette vraie question des transferts financiers possibles entre le Nord et le Sud, avec un dialogue de sourds tant qu'on n'a pas mis des instruments économiques sérieux. Parce que le Nord va toujours vous expliquer que ouais, il finance plein de trucs, à commencer par, voilà, c'est des green bonds. Regardez ce qu'il y a dans les green bonds, vous verrez que, en fait, aujourd'hui, on met sous le label green bonds des tas d'opérations qu'on fait de toute façon. Hein. Je suis désolé, hein, quand on finance via des bons d'extension du réseau de Transilien de transport en commun, on l'aurait fait qu'il y ait un accord climatique ou pas, donc c'est pas additionnel si vous voulez. Bon. Donc on a une vraie question. 2020, je fais l'hypothèse que ça fonctionne, l'accord de Paris rentre en vigueur. Il y a un tout petit flou dans les textes pour savoir si ça rentre en vigueur au 1er janvier ou au 31 décembre. Moi je pense que normalement ça rentre au 1er janvier, si le quorum de ratification a été respecté. Et puis 2021, publication du 6e rapport d'évaluation du GIEC, premier cycle quinquennal de soumission des contributions nationales. Et puis là où c'est nouveau, 2023, on fait un premier bilan mondial. Et au vu de ce premier bilan mondial, on va rentrer ensuite dans un deuxième cycle de contribution nationale. Et l'idée, c'est qu'il y a un effet de cliquet. On ne peut pas faire des contributions. L'accord ne peut pas obliger une partie à accroître son ambition, mais il interdit à une partie de faire une contribution en deçà de la précédente. Donc, vous voyez, donc il y a cette idée derrière l'accord de Paris que grâce au succès diplomatique qui a été obtenu, grâce au soutien d'un grand nombre d'acteurs non gouvernementaux, du milieu des entreprises, du milieu des ONG, des gouvernements territoriaux, les villes ont pris une certaine importance dans le dispositif, on va quelque part rentrer dans un processus vertueux dans lequel on va quitter le système de la concurrence où c'est le moins-disant qui gagne, et on doit rentrer dans une concurrence où c'est le plus-disant qui gagne. Et pourquoi est-ce que le moins-disant ne gagnerait plus? Parce qu'il s'exposerait à des risques de réputation, voire à des risques devant des juridictions nationales. Bon. Pourquoi est-ce que le plus-disant serait gagnant? Parce qu'il prendrait une avance dans la transition vers l'économie bas carbone par rapport à eux. C'est ça la logique de l'accord. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut pas fonctionner? Oui. Moi, je me garderais bien de prononcer le moindre diagnostic. Sauf que, et là on va rejoindre le prix du carbone, je pense que si on veut s'assurer de ce passage d'une concurrence où c'est le moins-disant qui gagne vers une concurrence où c'est le plus-disant qui gagne en matière de politique climatique, il faut compléter d'ici 2020, d'ici 2025, cet accord d'intention par des instruments économiques puissants qui incitent les pays à agir dans le même sens, qui allient les intérêts stratégiques. Et, à mes yeux, d'économistes, petit travers d'économistes, l'instrument le plus efficace, c'est la tarification du carbone. Donc on passe à la deuxième partie de l'exposé, qu'on va peut-être faire plus sous forme de questions-réponses que je vais vous faire 10 minutes. Là, je m'arrête dans 10 minutes. De toute façon, soit je fais 10 minutes, soit je fais 2 heures, donc je vais vous faire 10 minutes, parce que sinon c'est... voilà. On passe à la deuxième question, la tarification du carbone. Alors, la tarification du carbone, les textes adoptés à Paris sont... Je dis les textes parce que il faut bien être conscient que à Paris, on a adopté une décision qui est une décision que, comme on adopte des dizaines chaque année la COP 21, et c'est une décision qui accompagne l'accord de Paris qui est en annexe. Donc si vous voulez, alors je le connais, c'est pas marrant pour quelqu'un qui ne connaît pas un peu cette littérature, si vous voulez bien rentrer dans les textes, il faut à la fois lire l'accord et lire la décision. La décision, elle est éphémère. L'accord, il doit rester. Hein. Mais il y a un petit complément là entre les deux. Alors qu'est-ce que dit l'accord de Paris, la décision sur le prix du carbone? Pas grand-chose. Alors pas grand-chose, c'est bien parce que ça permet de construire pas mal de trucs, mais en même temps, ça ne donne pas beaucoup de repères.
Et ça pose une vraie question qui, à mes yeux, je vais sans doute faire un papier là-dessus prochainement, c'est que si on prend plein d'initiatives à droite à gauche, on risque de faire des choses qui ne sont pas compatibles. Déjà en Europe, on a une drôle d'expérience de difficulté d'articuler les différents instruments de la politique climatique et de la politique énergétique, mais alors, vraiment, si on commence à faire des conflits, ça pose un problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord? Il y a deux choses. Dans la décision, vous avez un truc absolument, pour moi, je vous dis tout de suite, c'est presque un gag. L'article 137, je crois, de la décision qui accompagne l'accord concerne les actions des acteurs non gouvernementaux, des non-partis. Et on dit, eh bien, ces acteurs, ils pourront mettre des systèmes en place d'incitation et notamment de tarification du carbone. Moi, je vous dis tout de suite, c'est pas un gag. Car je pense que, évidemment, la question de la tarification du carbone est d'abord de la responsabilité des gouvernements. Et si on veut mettre en place un système de tarification du carbone sérieux dans le cadre de la COP, il faut évidemment trouver des formes d'accord entre les gouvernements dans le cadre du traité des Nations Unies. Sinon, c'est absolument grotesque. Alors, vous allez me dire, t'es anti-secteur privé? Non, je ne suis pas du tout anti-secteur privé, je ne suis pas du tout anti-service privé, mais bon, voilà, la grande expérience que je connaisse de tentative de tarification du carbone privé, c'était le marché de Chicago, le Chicago Climate Exchange, qui était une vaste fumisterie. Moi, j'avais beaucoup Richard Sandor, qui est plus un ancien collègue du prof d'économie à Chicago, qui avait mis en place ce truc, mais ça n'a jamais fonctionné. Et ça fonctionnait uniquement un petit peu parce que les entreprises américaines qui étaient dans le marché avaient peur qu'on mette en place une régulation. Oui, donc ça peut peut-être précéder la régulation, mais la vraie régulation du carbone, elle est du ressort des États. Deuxième point. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de Paris qui permet de remplir le cadre en matière de tarification du carbone? Il y a l'article 6. Je ne rentre pas dans les détails, dans l'exégèse de l'article 6 de l'accord du carbone, simplement de cet accord de Paris. L'article 6 nous dit que un nombre limité de parties peuvent mettre en place des actions conjointes pour aller plus vite que la musique. Et dans ces actions conjointes, on peut mettre soit des actions qui sont non-market-based, soit des actions qui sont market-based. Donc l'article 6 fournit un cadre qui permet de construire des systèmes de tarification du carbone, et il fait plus que fournir un cadre général, c'est qu'il donne une piste même pour donner un successeur au MDP. Il prévoit un futur système de mécanisme de projet qui pourrait être un MDP, une nouvelle version, plus large et plus ambitieux. Je vous dis tout de suite que moi, je pense que si on met en place un mécanisme de projet sans l'adosser sérieusement à des systèmes de restriction des émissions, on va tout simplement vers la catastrophe. Parce que le MDP, il a eu des vertus, surtout en Chine, un petit peu moins en Inde et en Corée, d'envoyer de l'argent, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il n'a pas participé au ralentissement des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Jamais elles ont été aussi rapides qu'entre 2000 et 2013. C'est le moment où le MDP rentre en action. On ne raconte pas que le MDP, il a ralenti les émissions. Donc voilà les ambiguïtés de l'accord. Donc moi je pense que le vrai levier d'action, c'est les gouvernements, pas forcément tous, qui peuvent se mettre d'accord dans le cadre de l'article 6 pour mener des actions conjointes sous l'égide du traité, sous l'égide de l'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire plein de choses. Au niveau national, on est quand même plutôt pas mal placé aujourd'hui, puisqu'on a d'un côté le système européen du quota de CO2, de l'autre côté, notre taxe carbone nationale qui a été introduite dans la loi de finances de 2014. C'est que je connais assez bien, puisque j'ai présidé le comité pour la fiscalité écologique qui a fait la proposition au gouvernement. Donc aujourd'hui, on a à gérer cette taxe carbone. Est-ce qu'on la gère bien? On la gère dans un mode business as usual. C'est-à-dire que depuis 2014, quand on a déposé le projet de loi de finances, le prix des fossiles est divisé par 3. Bon sang, quelle extraordinaire opportunité
de tarifer le carbone lorsque le prix du fossile s'effondre. On a gagné 30 milliards d'euros. L'économie française, elle a encaissé 30 milliards de transferts par la baisse du prix du fossile. Vous recyclez la moitié, 15 milliards en taxe carbone, que vous redistribuez ensuite aux 3/4 en baisse de charge, comme c'était fait. Vous avez 10 milliards de baisse de charge demain. Vous avez vu combien il a fait de baisse de charge au 1er janvier? Vous voyez qu'on a, je pense, une opportunité incroyable aujourd'hui dans le monde pour tarifer le carbone, on ne le fait pas. On a un deuxième problème, croyez-moi, je ne vais pas arrêter de le répéter, pas au bout d'un moment, on se fatigue. Échelle européenne. L'Europe est aujourd'hui dans une situation, je ne parle pas de la situation générale de l'Europe, hein, donc citoyen ne peut que déplorer tout ça, mais sur le plan énergétique et climatique, on est en Europe dans une situation absolument ahurissante, où on a créé le système européen d'échange de quotas qui a été considéré durant la deuxième partie de la précédente décennie entre 2005 et 2010 comme le cas d'école, le plus grand système de tarification du carbone au monde, le système le plus sophistiqué, etc. Bon, et aujourd'hui, on est infoutu de le gérer. Et on est infoutu de le gérer pour deux raisons. Une raison politique, il n'y a plus de leadership politique. Moi, je peux vous dire, quand je faisais les dossiers, moi je fais le même boulot depuis 2002. Hein, depuis 2002-2003, je fais essentiellement de l'économie du carbone. En 2005, lorsqu'on traitait les dossiers du climat, ça montait très haut hein, dans la hiérarchie européenne. Aujourd'hui, personne. Oui, bien. Donc, on laisse déliter le système d'échange de quotas de CO2 avec un prix qui sont redescendu à 5 euros la tonne de CO2. Et sur le plan technique, on met en place des trucs incompatibles. On ne peut pas mettre en place sérieusement une tarification du CO2 sans se préoccuper des systèmes de soutien des renouvelables. Tout ça s'interconnecte très mal. Donc aujourd'hui, chaque fois que vous donnez une subvention pour développer du renouvelable, vous allez faire baisser le prix du quota de CO2 sur le marché. On ne peut pas utiliser le prix du CO2 pour pouvoir faire remonter le prix de l'électricité sur le marché de gros. Ce qu'on est en train de faire en France, ce qu'on voudrait faire. Ça n'a pas marché du reste parce que de toute façon, notre électricité n'est pas suffisamment carbonée. Donc on a des tas de problèmes à régler en Europe sur le système du marché européen des quotas de CO2. La réforme qui est prévue par la Commission européenne ne fonctionnera pas, je dis depuis le début. La plupart de mes collègues économistes du climat pensent la même chose. On a fait le constat avec nos amis de Berlin, avec nos amis italiens, mais on reste sur cette réforme absurde de vouloir faire un corridor de des quantités. Moi, je suis très très pessimiste. Donc on a beaucoup de choses à faire pour essayer de redresser le système européen d'échange de quotas. Et puis je pense que sur la partie de l'économie qui n'est pas dans l'ETS, il faudrait que l'Europe se décide à avoir une vision commune. Est-ce qu'on veut tarifer le carbone dans le secteur du transport, du bâtiment et de l'agriculture avec des systèmes de taxes nationales? Est-ce qu'on veut harmoniser ces taxes? Est-ce qu'on ne peut pas les harmoniser? Là, il y a plein de questions. Échelle mondiale. Échelle mondiale, il y a trois choses qui sont dans les tuyaux. Première évidence, on a aujourd'hui dans le monde un certain nombre de pays qui font des systèmes de tarification du carbone via des marchés de permis. Il y a l'Europe, on vient d'en parler. Vous avez de plus en plus d'États nord-américains qui même parfois se raccordent les uns aux autres. Et puis vous avez surtout 7 pilotes en Chine qui vont se transformer en un pilote national à partir de 2017. Ces systèmes de tarification du carbone par des marchés se font dans des systèmes qui ne sont pas compatibles, pas les mêmes règles, qui ne peuvent pas communiquer. Donc évidemment, l'une des premières applications de remplir le cadre post-COP21, ce serait d'avoir l'ambition de faire communiquer ces marchés et, si on va avoir une vraie ambition, de créer un véritable marché transcontinental. Techniquement, je peux vous expliquer comment il faut faire. On commence à avoir une petite courbe d'expérience, hein, ça fait 10 ans
qu'on se débat avec le marché du carbone, c'est un problème de choix politique. Et si on veut le faire vraiment, ça veut dire que les politiques chinois acceptent de mêler une partie de leurs objectifs de réduction d'émissions avec les politiques européens, avec les politiques américains. C'est ça que ça veut dire. Lorsque vous liez le marché du permis, ça veut dire que l'endroit où vous réduisez les émissions n'importe plus, ce qui compte, c'est le plafond de la date. Deuxième point, les taxes. Et alors là, vous avez une coalition, notamment celle menée sur la Banque mondiale, qui pousse très fort dans ce sens-là, qui est relayée par des collègues américains réunis sous l'égide de Robert Stallings, qui est un mec bien, mais je pense qu'il est un peu filou quand même, lui il est bien quand même. Mais le risque, vous voyez, c'est qu'on est des... Comment dire? On est une intégration des marchés par le bas. Lorsque vous raccordez deux marchés de permis qui n'ont pas suffisamment d'émissions, l'ambition agrégée des deux, elle est encore plus faible que l'émission de chacun. Taxes. Il y a une démarche qui est engagée à l'OCDE qui me paraît très intéressante. Sur comment est-ce que je peux pousser les différents membres de l'OCDE à modifier leur taxation d'énergie et à essayer d'avoir des taxes sur l'énergie qui incorporent une composante CO2 et qui essayent d'harmoniser cette composante dans les différents pays. Moi, le side event le plus intéressant auquel j'ai participé à Paris en décembre, c'était le side event de l'OCDE, j'ai trouvé ça super sympa, avec Otmar Edelhofer de l'Université de Berlin. C'est une voie qu'on pourrait commencer en Europe, hein, demain. On a une opportunité incroyable, c'est que les prix des fossiles sont très bas, trop bas, tout le monde dit qu'ils sont trop bas, même les financiers ils ont peur, les prix des fossiles trop bas, c'est pas bon pour la bourse. Donc là, on a vraiment une opportunité. Et puis, il y a une troisième question, est-ce qu'il faut créer des instruments ad hoc? Pour l'instant, il n'y a aucun instrument ad hoc qui est prévu dans le cadre de la discussion. Moi, je pense qu'il faut des instruments ad hoc. Donc, on a fait une proposition de... je pense qu'il faut une proposition ad hoc pour deux raisons. Et c'est ma conclusion. Première, je m'arrête. Première raison, c'est que je ne crois pas que l'économie mondiale fera les transitions, les transformations qu'elle doit faire d'ici 2050 si on n'intègre pas une nouvelle valeur collective attachée à la valeur du climat, qui est pour moi le coût associé aux émissions de CO2. Je crois que tant qu'on ne met pas cette valeur dans l'économie mondiale, on peut faire tous les beaux discours qu'on veut, on n'aura pas la transition au rythme requis. On l'a là. C'est vrai qu'on a déjà engagé une transition, c'est vrai que le coût des renouvelables a baissé, c'est vrai qu'on en fait de plus en plus, c'est vrai que si vous prenez les installations électriques installées en 2015 dans le monde, je ne sais pas, mais en Chine, on a plus installé l'année dernière des énergies renouvelables mais ça ne suffit pas. La deuxième raison pour laquelle je pense que cet instrument ad hoc est indispensable, c'est que je ne crois pas que les pays riches seront un jour crédibles vis-à-vis des pays en voie de développement et notamment vis-à-vis du funding sur le fonds vert, si on n'utilise pas la tarification internationale du carbone pour faire des transferts vers les pays locaux. Car il faut bien être conscient d'un truc. À partir du moment où vous créez une valeur carbone, que vous utilisiez un système de cap and trade ou que vous utilisiez un système de taxe, vous créez une nouvelle valeur avec eux. En 2005, lorsqu'on a créé le système européen d'échange de quotas, émettre 2 milliards de tonnes de CO2, ça valait 0. Un an après, le prix du carbone était à peu près à 20, ça valait $20 multiplié par 2 milliards égale 40 milliards. Vous avez écrit 40 milliards, sans passer par la Banque centrale. C'est quoi ces 40 milliards? C'est une rente. C'est une rente de rareté que vous allez créer en capant les émissions. Si demain je mets en place le même système cap and trade dans le monde, on émet 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 chaque année. Je crée une taxe de $10. 10 multiplié par 50, j'ai créé 5 000 milliards de dollars. Non, pardon. J'ai créé, je mets une taxe de 20 fois 50, j'ai créé 1000 milliards de dollars. Quel est le problème de la négociation climatique?
Comment je répartis ces 1000 milliards de dollars? C'est ça la vraie négociation climatique. Quand vous dirigez un comité pour la fiscalité écologique, vous parlez très peu du carbone, vous parlez très peu de réduction d'émissions, vous parlez pas. Qui va payer, qui va recevoir? C'est pareil. Et moi, je pense que cette question prix du carbone renvoie à la question du signal prix qu'il faut mettre en place pour effectivement que les acteurs économiques et les États aient de bonnes incitations pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ça renvoie aussi à la création d'une nouvelle ressource, d'une nouvelle assiette qui permet de financer les engagements qui ont été pris publiquement dans les COP successives et dont on sait que la réalisation est pour le moins difficile. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que tout ça n'est pas trop général, mais maintenant j'aurai beaucoup de plaisir à utiliser le temps résiduel, qui peut éventuellement être allongé, moi je ne pensais pas faire 10 heures pile, pour débattre de ces questions avec vous. Allez-y, alors tout de suite, transition de l'agriculture en tête. Non. En fait, est-ce que vous pouvez revenir sur les motifs qui vous font penser qu'à l'échec en fait, des mesures qui vont être mises en place à l'échelle européenne pour soutenir et raviver un peu ce mécanisme carbone? Alors, il y a deux paramètres. Je vais peut-être été un peu excessif, hein. Il ne faut jamais être trop catégorique. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui ne vont pas aujourd'hui dans la perspective de réforme de l'ETS. Je rappelle ce qui est prévu. Il est prévu qu'en 2019, on introduise dans le système PUTS qui fonctionne ce qu'on appelle une réserve de stabilité. Cette réserve de stabilité est une réserve qui, à partir de 2019, chaque année, prélèvera une certaine quantité de quotas si la quantité de quotas en circulation dépasse un certain seuil et qui réinjectera des quotas dans le système si la quantité de quotas en circulation est en dessous d'un autre seuil. Et entre les deux seuils, la réserve de stabilité n'enlèvera ni n'ajoutera de quotas en circulation. Je pense que ce système est techniquement mauvais. J'ai dit et répété, du coup maintenant je ne suis plus invité dans les tables rondes par la Commission européenne, donc c'est pas grave, ça fait gagner du temps. Je pense que ce système est mauvais pour deux raisons. Une raison pratique et une raison théorique. La raison pratique est toute bête. Quel est le délai avec lequel la Commission aura l'information sur la quantité de quotas en circulation et sa comparaison avec les seuils? Vous avez une idée? Entre 1 an et demi et 2 ans. Donc vous mettez en place un système de régulation du marché avec un délai de au minimum 1 an et demi et dans la plupart des cas 2 ans entre le moment où vous avez l'information et le moment où vous agissez. Je ne sais pas si vous avez vu comment fonctionne un marché, moi je ne connais pas de régulation du marché qui permet de réguler le truc avec 1 an et demi à 2 ans de retard. Ça n'existe ça que dans l'esprit d'un technocrate qui ne connaît pas les marchés. Donc ça c'est la première raison pratique pour laquelle je dis que si on veut mettre en place une réserve de stabilité qui fonctionne avec des seuils automatiques, on peut le faire, mais il ne faut pas prendre des indicateurs de quantité, il faut prendre des indicateurs de prix. Donc déclencher les retraits ou les adjonctions de quotas en circulation. Et je peux vous citer plein d'exemples à l'appui de ma démonstration, des exemples de marché du carbone. Ça fonctionne comme ça en Californie, ça fonctionne comme ça sur le Fuji. Je crois que ça va fonctionner comme ça sur le marché de Hubei en Chine, qui est le plus gros marché chinois, peut-être bientôt devenir le plus gros marché du monde. Mais moi j'ai fait mes classes d'économie dans le secteur agricole. Je peux vous dire comment ça marche quand vous voulez réguler le marché du veau, le marché du gros bovin ou le marché du porc. Vous croyez que vous allez réguler le marché du porc en attendant 1 an et demi la connaissance des volumes? C'est le prix, c'est comme ça sur tous les marchés. Comme ça sur les marchés des monnaies. Quand vous régulez les marchés des monnaies, le régulateur, son cerveau éclate s'il faut qu'il reconstitue les quantités d'offres et de demandes. C'est le prix qu'il faut prendre comme indicateur. Deuxième raison pour laquelle je pense que techniquement le marché, la réforme n'est pas valable, c'est qu'une réserve de stabilité implique, à mes yeux, une réforme beaucoup plus fondamentale de la gouvernance de ce marché.
On est sur une gouvernance qui est beaucoup trop faible. Si on veut que la réserve de stabilité délivre ses résultats, à savoir un signal prix qui s'anticipe beaucoup plus dans le temps, un signal prix qui est compatible avec l'équilibre entre l'offre et la demande de quotas, et un signal prix qui garantit qu'on fait aujourd'hui les bonnes réductions d'émissions et les bons investissements. Et bien, il faut beaucoup plus perfectionner la gouvernance de ce marché en créant une véritable autorité de régulation avec un mandat clairement défini par l'autorité publique. Il est de la responsabilité de l'autorité publique européenne de fixer les grands objectifs de la politique climatique, à savoir les réductions d'émissions que nous devons faire, à savoir le calendrier de ces réductions, à savoir les méthodes que nous prenons. Est-ce qu'on prend des méthodes de marché ou pas? On n'est pas forcément pour des méthodes de marché. Et si on prend des méthodes de marché, il faut qu'il y ait une gouvernance très forte de ce marché avec un mandat délégué par l'autorité publique au régulateur, comme pour la Banque centrale. Car si vous réfléchissez bien, quand vous créez des quotas de CO2, qu'est-ce que vous créez? Vous créez une forme de monnaie. C'est une monnaie très particulière qui ne permet d'acheter qu'un seul bien. Le droit d'émettre une tonne de CO2. Vous créez une sorte de monnaie. Je pense que c'est... Ouais. Objectivement, on est très très loin de ce que c'est de continuer. Pour être un peu plus optimiste, les choses évoluent, je crois, chez les politiques, y compris chez les politiques français. Donc, Mme Ségolène Royal, dans un courrier que je crois dans notre public, a indiqué à ses 27 collègues, puisque nous en faisons partie, ses 28 collègues ministres de l'Environnement européen, qu'elle était favorable à ce qu'on intègre un signal prix dans le fonctionnement de la réserve de stabilité, ce qui est un problème. Dans le détail, ils n'ont pas encore très bien compris comment il fallait faire, mais on est là pour les aider. Après, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème vraiment. Alors, l'autre problème clé pour le fonctionnement de ce marché, et ce qui doit être faire partie du mandat de l'autonomisation, le truc qu'il faut bien comprendre. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, je vous le dis tout de suite, mais je ne suis pas le seul. On a découvert ça dans la pratique, parce que la théorie de l'économie des quotas de CO2, elle est faite depuis un bout de temps. En gros, en 72, on avait tout écrit là-dessus. On avait écrit des trucs théoriques. depuis 2000-2005, on regarde la pratique. Il y a un truc qu'on n'avait pas vu, c'est qu'à partir du moment où vous plafonnez, mettez un système de capettes, vous plafonnez les émissions du secteur industriel, toute autre politique qui va financer des réductions d'émissions, ça va contribuer à déstabiliser le marché. La vraie raison du dysfonctionnement du marché des quotas de CO2 en Europe, ce n'est pas la crise économique. La crise économique a été un choc. Et quand il y a eu ce choc de récession, les prix des quotas ont baissé, et c'est bien. Parce que le choc de récession, il fait qu'on réduit les émissions, les entreprises vont mal, et donc on assouplit à court terme leurs coûts. C'est tout à fait bien. Les deux choses qui ne vont pas, c'est qu'on a mal rattaché le système de quotas de CO2 avec le système des crédits Kyoto. Donc on a eu une invasion du marché européen des quotas de CO2 avec les crédits Kyoto. On a déséquilibré l'offre et la demande. Et la deuxième raison, c'est que depuis 2005 et 2007, on a développé à échelle très importante dans certains pays des systèmes de soutien aux renouvelables qui ne vous coûtent pas 5 euros, 10 euros, 20 euros la tonne de CO2, qui vous coûtent jusqu'à 600 euros la tonne de CO2 évitée en Allemagne, lorsque vous posez des panneaux solaires en Hambourg. Et ça, il ne faut pas le faire. Mais si on fait ça, il faut réduire le quota et il faut réduire le plafond du marché européen à due proportion des réductions qu'on crée par d'autres. Sinon, vous n'utilisez pas le signal. Après, il y a un vrai débat de politique publique. Les économistes vous disent si vous utilisez un signal prix, que le signal prix, vous obtenez le schéma le plus efficace, vous réduisez les coûts, vous faites que les réductions qui sont en dessous du prix. Mais on n'est pas forcé de croire les économistes, en plus c'est plutôt les économistes néoclassiques qui disent ça. Deux, on peut parfaitement intégrer un système bien géré de quotas avec d'autres politiques plus volontaristes, mais simplement, il faut le gérer. Et pour le gérer, ce n'est pas des processus administratifs qui vont le gérer. Il faut une autorité de régulation avec un mandat, une délégation
Par l'autorité publique, oui. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est assez basique en fait. Désolé, je pense que c'est assez basique. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette incapacité à prendre le taureau par les cornes. On est en train, l'Europe, je pense que ce n'est pas la première fois, l'Europe a créé une Ferrari. On va se retrouver à l'arrivée avec un espèce de machin tout cabossé, et c'est les Chinois qui vont mettre en place le bon système de tarification du carbone. Et moi, si ça continue comme ça, c'est ce qui va se passer. Si on continue comme ça, en 2020, c'est pas les COP, mais annonce le prix du carbone, on va se dire, merde, est-ce qu'on ne pourrait pas nous se raccorder au système chinois? Alors qu'ils ont construit leur système en regardant ce qu'a fait l'Europe. J'ai fait un bouquin sur le marché du carbone, c'est le pricing carbone, il était traduit en chinois, je ne comprenais pas pourquoi, maintenant j'ai compris. Parce qu'ils ont utilisé tout ce qu'il y avait comme information.